Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. C'était un 12 après-midi dans la campagne anglaise, et je me retrouvais à nouveau en compagnie de mon vieil ami, Hercule Poirot. Nous étions assis dans un joli petit salon de thé, appelé la Petite Douceur, le genre d'établissement qui attirait de riches veuves, des débutantes trop parfumées, et surtout pour Poirot, un chef pâtissier respectable. Le détective lui-même inspectait une tarte au citron, avec le regard scrutateur d'un bijoutier examinant un diamant. « Mon ami, dit-il en s'essuyant le coin de la bouche avec une serviette empesée, voyez-vous comme la crème anglaise scintille. La symétrie du treillis, la précision, l'ordre, telles sont les vertus de la vraie civilisation. » J'ai siroté mon thé et j'ai ri. « Tu te rends compte, Poirot, que nous ne faisons que manger du gâteau ?» Il m'a lancé un regard de dignité blessée. « Gâteau? Non, ceci, Hastings, c'est tard. Le palais anglais, je le crains, est beaucoup trop indulgent avec la génoise et la crème au beurre. Mais ici, c'est ici que la pâtisserie s'élève jusqu'à la poésie. » La pièce bourdonnait doucement de conversation et du tintement de la porcelaine, fine. À l'extérieur des grandes fenêtres, le soleil printanier filtrait à travers les arbres en herbe. Pendant un instant, j'ai cru que nous pourrions passer l'après-midi sans incident, sans mystère. Mais avec Poirot, la tranquillité ne durait jamais longtemps. La cloche au-dessus de la porte du salon de thé sonna, et une jeune femme entra, ses mouvements rapides et incertains. Elle portait une robe bleu pâle, élégante, mais froissée, comme si elle s'était habillée à la hâte. Ses gants n'étaient pas assortis. Ses yeux parcoururent la pièce avant d'atterrir, presque avec un halètement, sur Poirot. Elle s'approcha avec une urgence haletante. « Monsieur Poirot !» Poirot se leva immédiatement et s'inclina légèrement. « Mademoiselle, vous avez l'avantage sur moi. Je m'appelle Cecilia Harrow. Je suis terriblement désolé de m'immiscer. Je sais que c'est inhabituel, mais je vous ai reconnu dans les journaux et je ne savais pas vers qui me tourner. » Elle jeta un coup d'œil nerveux vers le personnel, puis se pencha. « C'est Lady Agatha Morcombe. Quelque chose de terrible s'est produit lors de sa fête d'anniversaire. Et maintenant, quelque chose ne va pas chez elle. » « Lady Agatha Morcombe, » répéta Poirot en penchant la tête. « Un nom qui n'est pas inconnu dans certains cercles, n'est-ce pas, Hastings ?» J'ai hoché la tête. Vieille famille, immense domaine, très privé. Cecilia agrippa le bord de la table. « Je suis son assistante, et quelque chose a été placé dans son gâteau d'anniversaire, quelque chose qui l'a complètement secoué. » Le front de Poirot se plissa. « Asseyez-vous, mademoiselle. Prenez un moment, puis dites-nous tout. » Elle était assise, toujours visiblement tremblante. Cela semble fou, mais il y avait un message caché à l'intérieur du gâteau. Pas seulement un message, une menace. Les bavardages dans la pièce devinrent insignifiants. Les yeux de Poirot brillèrent. Une menace dans le gâteau. Comme en vraiment nom britannique, vous avez toute mon attention. » Cecilia inspira et se redressa, sa tasse de thé cliquetant légèrement lorsqu'elle la posa. La fête a eu lieu à Rosehaven Hall, dans la propriété de Lady Agatha. Ce devait être une affaire modeste, de la famille, quelques amis proches. Lady Agatha est très particulière. Poirot hocha la tête. Une femme raffinée, n'est-ce pas? Elle est pointue, commandante. Mais ça l'a secouée. Cecilia fit une pause, puis continua.
Le chef Lorenzo a été amené spécialement. Il a confectionné un gâteau élaboré, 4 étages, rempli de crème de rose et de violettes sucrées. C'était un chef-d'œuvre, mais quand le gâteau a été coupé, elle hésita. « Oui, mademoiselle ?» demanda doucement Poirot. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Un petit médaillon doré. Dame Agatha elle-même l'a trouvé, profondément ancré dans le niveau inférieur. Au début, nous pensions qu'il avait été abandonné par erreur, mais quand elle l'a ouvert, sa voix baissa. Il y avait une photographie d'un bébé, une toute petite, enveloppée dans un tissu blanc, et cachée à l'intérieur de l'autre moitié du médaillon. Un bout de parchemin. Elle ne contenait qu'un seul mot, en lettres majuscules, vengeance. Même moi, j'ai ressenti un frisson à ce moment-là. Elle s'est figée, dit Cecilia en regardant sa tasse. Son expression a complètement changé. Elle s'est levée et est sortie de la pièce sans un mot. Elle s'est enfermée dans ses quartiers. Depuis, elle ne parle presque plus. Poirot se pencha lentement en arrière. Et personne ne sait qui a placé le médaillon? Non, mais le pire est venu après. Mon cœur se serra. Il y en a plus? Oui, murmura-t-elle. Cette nuit-là, M. Felton, le majordome de Lady Agatha pendant 30 ans, a disparu. Aucune note, aucun signe, juste disparu. Poirot resta silencieux un moment. Puis il plia soigneusement sa serviette et la posa à côté de son assiette vide. « Viens, Hastings, nous devons aller à Rosehaven Hall. » J'ai cligné des yeux. Maintenant, les yeux de Poirot brillaient. Mais bien sûr, le gâteau a été tranché, et j'ai l'intention de suivre chaque couche jusqu'à sa source. Cecilia fit une pause pour se ressaisir, même si sa voix tremblait légèrement alors qu'elle poursuivait. Plus tard, dans la soirée, après que Lady Agatha se soit isolée dans ses appartements privés, la maison a commencé à se calmer à nouveau, même s'il y avait une étrange tension dans l'air. Julian, son neveu, a essayé de prendre cela à la légère, tandis que Miss Evelyn, la compagne de Lady Agatha, avait l'air franchement hantée. Je me suis penché, fasciné. Et le médaillon, a-t-il été examiné? Il a été placé dans le bureau de Lady Agatha, répondit Cecilia. Depuis, personne n'a osé y toucher. Mais le plus étrange, ce n'était ni le message, ni la photo. Poirot haussa un sourcil. « Non? Et alors, mademoiselle ?» Elle hésita. « Le majordome, M. Felton, il a disparu. »« Disparu ?» répétai-je. « Oui, il s'est couché vers 10 heures, comme d'habitude. Sa chambre était propre, le lit tranquille. Le matin, il était parti. Aucun signe de lutte, aucune note. Son manteau et son chapeau manquaient, mais pas sa valise. » Poirot croisa les bras. « Intéressant. Un homme de précision ne part pas sans son blaireau, à moins qu'il n'ait l'intention de ne pas revenir. »« Exactement, » dit Cecilia. Le personnel murmure. Certains pensent qu'il s'est enfui. D'autres pensent que quelque chose lui est arrivé, quelque chose de terrible. Le regard de Poirot se rétrécit. « Et que faire, toi croire ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Mais j'ai peur, monsieur Poirot. C'est comme si ce message à l'intérieur du gâteau prenait vie et qu'il déchirait la maison. » Poirot hocha lentement la tête, tapotant son doigt fin sur sa tempe. « Il y a quelque chose de pourri au cœur de cette maison, Hastings, mais ce n'est pas la génoise. » Quand Cecilia partit, Poirot resta silencieux pendant un long moment, les mains croisées sous le menton, les yeux fixés sur la tarte aux framboises à moitié mangée. Devant lui, j'ai remué mon thé, incapable de me contenir. « Eh bien, qu'en pensez-vous » Il leva les yeux avec cette lueur indubitable dans les yeux, celle qui signifiait toujours des ennuis. « Mon ami, » dit-il doucement, « ce n'est pas seulement une question de dessert, c'est une affaire de sentiments profondément enfouis, ressentiment, vengeance, peut-être honte. Oui,
Un message caché dans le gâteau, oui, mais ce qui est vraiment caché réside dans le cœur. Tu penses que c'est personnel. Je savoir, c'est personnel. Le médaillon, la photo du nourrisson, le mot « vengeance ». Ils ne sont pas choisis au hasard. Ce sont des symboles, Hastings, des armes émotionnelles. Ce crime, ou, dirons-nous, cet avertissement, n'est pas une farce banale. Mais qu'en est-il du majordome? Pensez-vous qu'il a été blessé? Poirot se leva gracieusement et boutonna son manteau. Peut-être, ou peut-être qu'il en savait trop. De toute façon, nous découvrirons la vérité. J'ai payé la facture, tandis que Poirot ajustait ses gants avec un soin minutieux. La cloche au-dessus de la porte a sonné lorsque nous sommes partis, et alors que l'air printanier rencontrait nos visages, j'ai senti le froid subtil de quelque chose de menaçant monter. Rosehaven Hall nous attendait, et avec lui, un mystère qui n'est pas sans rappeler le gâteau lui-même en son centre. Rosehaven Hall se dressait avec la dignité de quelque chose qui avait depuis longtemps dépassé son apogée. Ses pierres couvertes de lierre, murmurant des secrets, et ses cheminées tordues, pointant comme des doigts accusateurs dans le ciel gris. Tandis que l'automobile roulait dans l'allée de gravier, je ne pus m'empêcher de ressentir un léger malaise m'envahir, comme si le domaine lui-même retenait son souffle depuis bien trop longtemps. Poirot, en revanche, ne semblait absolument pas affecté. Il se pencha en avant, ajustant ainsi son chapeau, et fit un petit signe de tête satisfait, alors que la façade du manoir se révélait à travers les arbres. « Ah !» murmura-t-il. « Tu vois, Hastings, la symétrie, elle est presque parfaite, mais là, à gauche, un volet est cassé. Un signe peut-être de la fissure cachée sous la façade. Je suppose que le jardinier a juste été paresseux, marmonnai-je. Non, mon ami, répondit Poirot. Ce sont toujours les petits détails qui racontent la plus grande histoire. La voiture s'est arrêtée, sous un saule pleureur, devant l'entrée principale, où Cécilia nous attendait déjà en se tordant les mains. « Merci d'être venu, » dit-elle avec un net soulagement. « L'atmosphère dans la maison est insupportable. »« Je vais l'inspirer, mademoiselle, » répondit légèrement Poirot. « Et peut-être que j'expirerai avec clarté. » Les grandes portes en bois s'ouvrirent en grinçant à notre approche, révélant l'entrée sombre et un majordome que je ne reconnus pas. « Monsieur Venn, » dit doucement Cécilia. « Il est nouveau, temporaire. » Poirot lui jeta un coup d'œil, aigu, avant d'entrer. « Je n'aime pas les remplacements, » murmure-t-il, « surtout quand l'original manque toujours. » Alors que nous entrions dans l'obscurité moisie des lustres de Rosehaven Hall, j'ai eu la sensation inconfortable que nous étions observés, non pas par une paire d'yeux, mais par plusieurs. Le salon était grandiose, mais défraîchi, comme une actrice vieillissante, déterminée à préserver son charme avec trop de poudre. De lourds rideaux atténuaient la lumière du matin, et un léger parfum de lavande flottait dans l'air, comme si les murs mêmes essayaient de se souvenir de jours meilleurs. Lady Agatha Morcombe était assise droite dans un fauteuil, à haut dossier, enveloppé de couches de soie et de laine, malgré la douceur printanière. Ses yeux, gris et perçants comme de la pierre taillée, se tournèrent vers nous lorsque nous entrâmes, même si elle ne parla pas. « Lady Agatha, » commença doucement Cécilia. « Voici Monsieur Hercule Poirot, le détective, et son associé, le capitaine Hastings. » Poirot s'avança et s'inclina. « Madame, je suis à votre service. » Elle n'a pas répondu. Son regard soutint le sien, pendant un long moment, inconfortable, avant de revenir vers la cheminée. C'était comme si elle regardait à travers nous, plutôt que vers nous. « A-t-elle dit quelque chose ?» ai-je demandé à voix basse. « Seulement 2 mots, » murmura Cécilia,
Juste une fois, elle a dit « c'est commencé ». Poirot se tourna lentement, inspectant la pièce avec beaucoup d'attention. Une horloge en porcelaine sur le manteau sonnait régulièrement. Un plateau en argent contenait une tasse de thé intacte. Une seule orchidée dans un vase se tenait sur la table d'appoint, commençant déjà à s'affaisser. « C'est une maison qui retient son souffle », dit doucement Poirot, « et une dame qui a scellé ses lèvres, non par folie, mais par calcul. » Il s'est tourné vers moi. « Viens, Hastings, rencontrons le reste du casting. » Nous avons été conduits dans le couloir jusqu'à la salle du petit déjeuner, où les autres membres de la maison étaient rassemblés. Julian Morcombe, le neveu de Lady Agatha, nous a accueillis avec la suffisance d'un homme qui se considérait déjà comme le seigneur du manoir, grand, aux larges épaules, avec une raie nette dans les cheveux et un sourire à pleines dents qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. « Détective, hein ?» dit-il. « Cela semble plutôt théâtral. Un peu d'histoire pour un gâteau. » Poirot eut un petit sourire. « Monsieur, la vie elle-même est du théâtre, mais dans cette pièce, le drame était bien réel. » Evelyn Shore, la compagne de longue date de Lady Agatha, était assise tranquillement près de la fenêtre. Une petite femme nerveuse, aux cheveux gris et austères, avec des yeux attentifs, et l'air de quelqu'un qui a appris à écouter plus qu'à parler. Et puis, il y avait Giles Frobisher, l'avocat, trapu, courtois, se tamponnant constamment le front avec un mouchoir, et Marion Felton, la fille de feu Monsieur Felton. Elle restait la plupart du temps seule, pâle et anxieuse, ses mains tremblantes alors qu'elle se versait du thé. Chacun nous a accueillis poliment, mais avec une réserve indubitable. Poirot sourit gracieusement, mais je savais que derrière ses yeux observateurs, il se formait déjà des impressions, cataloguant chaque regard, chaque geste. Le jeu, comme on dit, était en cours. Je dois admettre que j'ai toujours admiré la capacité unique de Poirot à faire parler une personne sans jamais vraiment poser de questions. L'homme inclinait la tête juste comme ça, haussait un sourcil, ou prononçait un doux « Ah, mais oui !» Et soudain, la pauvre âme devant lui racontait toute la trajectoire de sa vie. C'est avec la même subtilité qu'il commençait ses entretiens à Rosehaven Hall. Nous avons commencé avec Julian Morcombe, allongé dans le fauteuil de son défunt oncle, comme s'il détenait déjà l'acte de propriété. « Alors, » commença joyeusement Poirot, « vous êtes le neveu de Madame Morcombe, n'est-ce pas, et l'héritier présomptif. » Julian eut un sourire modeste. « Alors, on m'a dit, oui. Et vous étiez présent à la fête lorsque le gâteau a été servi ? » ?»« Bien sûr. Debout près du bout de la table ?» Poirot hocha la tête. « Et avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel à propos du gâteau avant qu'il ne soit coupé ?» Julien rit légèrement. Seulement que c'était une chose monstrueuse, le chef-d'œuvre de Lorenzo. Cela semblait dommage d'y couper. Et après la découverte du médaillon, eh bien, hésita Julian, c'était troublant. Mais j'ai pensé que ce devait être une farce stupide, un invité essayant de lancer des ragots. Poirot sourit doucement. « Merci. Maintenant, l'heure précise de la coupe du gâteau. Vers 9 heures, plus ou moins. Intéressant, car Lorenzo a insisté plus tard pour qu'il ait livré le gâteau à 8h30 précise, et qu'il ait quitté la salle à manger immédiatement après. » Vint ensuite Miss Evelyn Shore. Son attitude était brève et précise, comme celle de quelqu'un qui avait depuis longtemps accepté le fardeau du silence. « J'étais assise à côté de Lady Agatha, » dit-elle. « Elle a insisté pour servir elle-même le gâteau. C'était censé être symbolique. » « Symbolique »
Elle a dit que c'était le seul moment où elle pouvait donner un morceau de quelque chose de sucré à ceux qui ne lui avaient offert que du plaisir. Les yeux de Poirot pétillèrent. Ah, une telle remarque n'est pas faite sans contexte. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, ajouta rapidement Evelyne. Elle parle souvent par énigme. Et quand le médaillon a-t-il été découvert? Lady Agatha s'est raidie, puis elle a quitté la table sans dire un mot de plus. Est-ce que quelqu'un a suivi? Evelyne hésita. Monsieur Felton l'a fait. Je l'ai vu partir juste 1 minute plus tard. Autre incohérence. Julian avait affirmé que Felton restait à la table, aidant le personnel. Poirot la remercia poliment, puis se tourna vers Marion Felton. La pauvre fille avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. « Mon père, il ne partirait jamais sans me le dire », a-t-elle déclaré. « Pas après toutes ces années. L'avez-vous vu pour la dernière fois à la fête? Oui, il m'a aidé à servir le vin. Puis je me suis couché tôt, maux de tête. Le matin, il était parti. Et est-ce que quelqu'un d'autre a rendu visite à ton père cette nuit-là? » Elle déglutit. Julian est venu dans sa chambre. Poirot haussa un sourcil. Ah, quelque chose à propos d'une clé manquante. Mais papa a dit qu'il ne savait pas où elle se trouvait. Julian est parti peu de temps après. C'était intéressant. Giles Frobisher, l'avocat, a été le dernier entretien. Son récit était bref, poli et mémorisé. J'étais assis au bout de la table, j'ai très peu vu, j'en ai peur. Quand le médaillon a été trouvé, j'ai pensé que c'était une blague de mauvais goût. Pourtant, Madame Morcombe ne riait pas. Il secoua la tête. Non, elle a pris ça très au sérieux. Lorsque nous rejoignîmes Cécilia dans la bibliothèque, Poirot était inhabituellement silencieux. « Bien, » j'ai demandé. « Qu'en pensez-vous » Il a redressé ses poignets. Ils sont comme des acteurs qui se souviennent uniquement de leurs répliques, mais pas des indices. Tout le monde était présent, Hastings, et pourtant, personne n'a vu le moment où la vérité est entrée dans la pièce. Tandis que la maison bourdonnait avec inquiétude de notre présence, Poirot demanda à voir les restes du gâteau. Cécilia nous conduisit au garde-manger du majordome, où un plateau couvert attendait, sous une cloche. « C'est tout ce qui reste, » dit-elle. Le chef Lorenzo voulait s'en débarrasser, mais j'ai pensé que vous voudriez peut-être l'examiner d'abord. « Très bien, mademoiselle, » dit Poirot en soulevant le couvercle en verre, avec précaution. Le gâteau était un chef-d'œuvre flétri, légèrement affaissé après avoir été coupé au centre, son glaçage taché et de délicates roses en sucre s'effritant sur les bords. Poirot fit le tour du plateau d'un air solennel, puis il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une paire de pinces en argent. J'ai cligné des yeux. « Vous les portez régulièrement? Mais bien sûr, on ne sait jamais quand une miette trahira un criminel. » Il commença à soulever des morceaux d'éponge et à inspecter l'intérieur. Après plusieurs instants de silence, il laissa échapper un bourdonnement satisfait. « Observez, Hastings. Voyez-vous où le médaillon était intégré? » Je me suis penché. « Oui, il y a un espace creux là-bas. » Précisément. Mais voyez comment elle a été placée. Inclinée vers le bas, pas tombée par accident. Et l'éponge est légèrement plus foncée, plus lourde. Cette partie a été reglacée, mon ami, pour dissimuler le sabotage. Vous voulez dire qu'il a été planté délibérément? Mais naturellement, pas seulement le médaillon, mais toute la structure. Quelqu'un a modifié ce gâteau, probablement après son assemblage. Lorenzo n'était pas présent. Il l'a livré à 8h30 et s'est retiré. Alors, qui y avait accès après? Il se tourna vers Cécile. Le gâteau a-t-il été laissé sans surveillance? Non, dit-elle avec hésitation. Il a été transféré dans la salle à manger à 8h45. Le personnel du restaurant était occupé à mettre la table.
et n'importe qui aurait pu s'y glisser. Poirot hocha lentement la tête. Et quelqu'un l'a fait, avec un but précis, avec la vengeance dans son cœur. Il replaça le couvercle et se tourna vers moi, avec une expression satisfaite. « Ah, Hastings, nous ne poursuivons plus un voleur, ni un farceur, mais un vengeur. Et la vengeance, lorsqu'elle est douce, est le plus souvent servie avec de la crème. Il y a quelque chose de très inconfortable à se trouver dans une maison où tout le monde semble se comporter normalement, alors qu'il est évident que personne ne le fait. Au cours de l'après-midi, Poirot et moi nous sommes mêlés poliment aux résidents de Rosehaven Hall, dont chacun semblait engagé dans l'art délicat de paraître innocent. Pourtant, je pouvais le voir dans les yeux de Poirot. Il n'était pas convaincu par leur performance. Nous avons d'abord rencontré le chef Lorenzo, à l'extérieur du potager, fumant un cigarillo étroit, avec le flair d'un méchant d'opéra. Son tablier était taché de framboises, et son humeur n'en était pas moins aigre. « Je te l'ai déjà dit, » marmonna-t-il, les bras croisés. J'ai livré le gâteau à 8h30. C'était parfait, une sculpture. Poirot incline la tête. Mais vous ne trouvez pas curieux, monsieur, que votre sculpture ait servi à délivrer un message de vengeance? Je fais des gâteaux, pas des complots. Et pourtant, dit doucement Poirot, vous avez été payé un supplément, n'est-ce pas? Lorenzo se raidit. Comment vas-tu? Ah, sourit Poirot. La bourse d'un boulanger ne gonfle pas toute seule. Qui vous a payé, monsieur? Je n'ai pas vu leur visage, a-t-il lancé. Il y avait une note, avec de l'argent. Tout ce qu'elle demandait, c'était que j'encastre le médaillon dans la couche de base. J'ai supposé que c'était une surprise sentimentale. Je n'y ai plus pensé. Une hypothèse dangereuse, murmura Poirot. Mais je vous remercie. Vous avez été presque honnête. Lorenzo nous lança un regard noir, alors que nous nous éloignions, mais Poirot ne semblait pas dérangé. « Hareng rouge numéro 1, marmonnai-je, bien que plutôt suspect. »« En effet, » dit Poirot, « mais un homme qui se cache par culpabilité n'est pas toujours coupable du crime en question. » Plus tard, nous avons retrouvé Julian Morcombe assis dans le bureau, sirotant du cognac en plein après-midi. Il nous accueillit avec un sourire bien trop satisfait de lui-même pour les circonstances. « Tu veux boire un verre ?» Poirot a refusé, comme il l'a toujours fait. « Monsieur Morcombe, dit-il délicatement, je dois saluer votre attitude calme, malgré les événements plutôt sinistres qui se déroulent autour de vous. » Julian se pencha en arrière. « J'ai appris à ne pas réagir de manière excessive. Les choses ont tendance à s'arranger d'elles-mêmes. »« Comme votre méritage ?» demanda doucement Poirot. Le sourire de Julian s'effaça un instant. « Je vous demande pardon ?» Poirot haussa seulement les épaules. « Ah, rien, rien. Juste une observation passagère. Vous avez très vite considéré le médaillon comme une farce, n'est-ce pas? Cela semblait absurde. Parfois, dit Poirot en tapotant ses doigts, c'est l'absurde qui révèle la vérité. Merci, monsieur. En quittant le bureau, j'ai murmuré « Vous pensez que c'est lui ?» Le front de Poirot se plissa. Il joue trop bien le rôle de l'héritier désintéressé. C'est un costume qui cache peut-être la panique. Mais c'est Evelyn Shore qui a vraiment intrigué Poirot. Nous l'avons trouvé seul dans la roseraie, taillant les fleurs mortes avec une force inutile. Son expression était aussi tendue que les cordes d'un violon. « Vous étiez infirmière, n'est-ce pas, mademoiselle ?» demanda Poirot. Elle hocha la tête. « Avant de venir à Rosehaven, j'étais infirmière de terrain en Inde. »« Ah, alors tu es habituée à la douleur et au secret. » Elle croisa son regard. « Oui. Et pourtant, vous ne vous êtes jamais mariée. »« Non. »« Parfois, mademoiselle, » dit doucement Poirot, « l'amour et la perte laissent derrière eux des traces. »
Elle tressaillit, juste légèrement. Mais Poirot l'a vu. « Nous reparlerons, » dit-il en s'inclinant légèrement. Alors que nous rentrions à la maison, j'ai demandé « De quoi s'agissait-il » Poirot répondit « Une femme qui a connu la guerre et le scandale apprend à tailler la mémoire comme elle taille ses roses. Mais mon ami, le passé ne reste jamais enterré, pas vraiment. » C'est juste après le dîner que se produisit le deuxième incident, qui provoqua une nouvelle vague de malaise dans Rosehaven Hall. Nous étions assis dans le salon. Poirot examinait un jeu d'échecs, plutôt distraitement, pensais-je, pendant que je luttais pour rester éveillé sur un fauteuil. Le bruit de la porcelaine tintant dans le couloir annonçait l'arrivée du thé du soir. Marian Felton apporta le plateau, les mains toujours aussi instables, et le plaça devant Lady Agatha, qui n'avait toujours pas prononcé une phrase complète depuis le soir de la fête. Elle attrapa lentement la tasse de thé. Mais avant que cela ne touche ses lèvres, Poirot bougea comme un éclair. « Non !» a-t-il crié, nous surprenant tous. Il s'avança à grands pas, lui arracha la tasse des mains et renifla le contenu. « Ah ah !» dit-il doucement, comme je le craignais. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Poirot se tourna vers Marion. « Apportez-moi une cuillère en argent, mademoiselle, et vite. » Elle a fait ce qui lui avait été demandé. Poirot trempa la cuillère, fit tournoyer le thé une fois, puis tamponna une gouttelette sur un tissu plié sorti de sa poche de poitrine. Il l'a porté à son nez, puis me l'a tendu. Je n'ai rien pu détecter. « Arsenic », dit Poirot. Un silence stupéfait remplit la pièce. Julien se leva. « Es-tu sûr ?»« Pas encore, mais j'ai déjà senti cela, lors d'une affaire au Caire. L'odeur est faible, comme celle de l'amande. Elle sera testée, bien sûr, mais je crois que le thé était empoisonné. » Cecilia se couvrit la bouche. Qui tenterait d'empoisonner Lady Agatha? Poirot se tourna lentement, son regard balayant la pièce. « C'est là, mademoiselle, la question centrale maintenant. » Il retourna vers la cheminée, croisa les bras et regarda les braises vacillantes. « Je ne pense pas que ce soit destiné à tuer, pas encore. Non, c'était destiné à effrayer, pour faire taire davantage, pour pousser Lady Agatha plus profondément dans sa coquille. » « Et pourquoi ?» j'ai demandé. « Parce que quelqu'un dans cette maison a peur que le passé ne soit pas enterré. » Il désigna le plateau à thé. « Qui a préparé ce pot ?» Marion pâlit. « J'ai fait bouillir l'eau. Miss Evelyn a préparé les feuilles. Juliane a livré la coupe, a ajouté Evelyne. Tous les trois l'ont touché, murmurai-je. » Poirot hocha la tête, ce qui veut dire que ce n'était pas un accident. Cette nuit-là, Poirot resta éveillé longtemps après que je me sois retiré. Je l'ai retrouvé le lendemain matin dans la bibliothèque, en train de lire un vieux journal de famille qu'il avait discrètement emprunté sur l'étagère de Lady Agatha. Il leva à nouveau les yeux avec cette lueur dans les yeux. « Maintenant, mon ami, » dit-il, « nous commençons à voir la forme de l'histoire sous le glaçage. J'ai vu Poirot interroger des hommes accusés de meurtre, des banquiers accusés de détournement de fonds, et une fois, plus mémorables encore, une comtesse accusée d'avoir empoisonné son mari avec une plante indienne rare. Mais j'ose dire que je ne l'ai jamais vu aussi discrètement déstabilisant que ce matin-là à Rosehaven Hall. Il n'a pas mené d'entretien au sens traditionnel du terme. Non, Poirot préférait ce qu'il appelait l'orchestration de la vérité. Un subtil changement de conversation, un mouvement de ton, un regard au bon moment pour déchaîner un mensonge. Nous avons commencé dans la véranda, où l'air sentait le thym citronné et la culpabilité. Giles Frobisher, l'avocat de la famille, était assis sous une fougère poussiéreuse
et se tamponnait le front avec un mouchoir monogrammé. « Vous devez comprendre, commença-t-il nerveusement. Lady Agatha a toujours été, comment dire, excentrique. Excentrique, répéta Poirot. Tu veux dire qu'elle a d'un talent pour le dramatique? Frobisher rit faiblement. Oui, oui, je suppose. Et pourtant, dit Poirot en se penchant en avant, elle n'a pas parlé depuis des jours, pas même à son compagnon le plus fidèle. Pensez-vous que ce soit une simple excentricité, monsieur? Frobisher ouvrit la bouche, puis la referma. Il y a autre chose, dit doucement Poirot. Vous êtes nerveux, non pas à cause de ce que vous savez, mais à cause de ce que vous soupçonnez. Je suis simplement inquiet, marmonna Frobisher. Cette maison est pleine de chuchotements. Poirot eut un léger sourire. Et c'est dans les chuchotements, monsieur, qu'on entend souvent la vérité. Après son départ, nous nous sommes dirigés vers la salle de musique où Marion Felton se tenait près de la fenêtre, la posture raide. Poirot ne dit rien pendant une minute entière. Finalement, elle se tourna. « Vous pensez que mon père est mort ?»« Je pense, » répondit Poirot, « que ton père savait quelque chose de dangereux. Il était fidèle. La fidélité peut être fatale. » Marion tremblait. « Pensez-vous que cela a quelque chose à voir avec le bébé? La photo dans le médaillon. » Poirot fronça les sourcils. « Pourquoi pensez-vous que le bébé est important ?» Elle parut surprise, réalisant qu'elle en avait trop dit. « Merci, mademoiselle, » dit doucement Poirot. « Tu m'as donné plus que tu ne le penses. Nous avons retrouvé le chef Lorenzo dans la cuisine, penché sur un plateau d'éclairs rafraîchissant, avec une expression entre défi et désespoir. « Vous êtes un homme de précision, n'est-ce pas ?» commença Poirot. La ganache si uniforme, les choux si légers. Lorenzo renifla. « Vous êtes venu me complimenter, détective? Je suis venu me demander pourquoi un homme si dévoué à la perfection permettrait qu'un objet étranger soit placé à l'intérieur de son chef-d'œuvre. » La mâchoire de Lorenzo se tendit. « Je vous l'ai déjà dit, j'étais payé. » Poirot hocha la tête. « Oui, mais maintenant, tu vas me dire comment. » Le chef hésita. Le matin de la fête, il y avait une enveloppe dans la poche de mon manteau. À l'intérieur, 2 billets de 20 livres et une instruction pliée. Quelle lecture? Placez le médaillon 6 juin sur la couche de base du gâteau d'anniversaire. Ne posez pas de questions. N'en parlez pas. Les yeux de Poirot se plissèrent. « Et tu as obéi. Je pensais que c'était un message d'anniversaire élaboré, un geste romantique. Les gestes romantiques commencent rarement par des menaces. » Lorenzo détourna le regard. « Je n'ai pas vu qui l'a laissé, je le jure. » Poirot se pencha. « Mais vous vous en doutiez, n'est-ce pas ?» Le silence du chef était une réponse suffisante. « OMS ?» demanda doucement Poirot. « Je pensais... Peut-être Juliane. Il est venu à la cuisine la veille. Il lui a demandé si le gâteau pouvait être conservé toute la nuit dans l'arrière-cuisine, au lieu de la chambre froide. Il a dit que le froid abîmerait les fleurs en sucre. » Poirot haussa un sourcil. « Un héritier préoccupé par les fleurs en sucre ?» Lorenzo haussa les épaules. « Cela m'a semblé étrange, mais je n'ai pas discuté. »« Et as-tu placé le gâteau dans l'arrière-cuisine ?»« Je l'ai fait. » Poirot se tourna vers moi, avec à nouveau cette lueur dans les yeux. « Voilà, Hastings. Le médaillon n'a pas voyagé loin. Il a simplement attendu dans l'ombre. C'est dans le jardin de l'ancienne chapelle, une relique envahie par le lierre d'une époque oubliée, que Poirot a choisi d'affronter Miss Evelyn Shore. Elle était assise sur un banc usé, sous un ange de pierre, son sécateur posé sur ses genoux, le bord tranchant scintillant dans la faible lumière de l'après-midi. Il s'approche d'elle lentement, ses chaussures crissant contre le gravier. Je traînais derrière,
ne sachant pas pourquoi nous étions ici, mais conscient que Poirot ne marchait jamais sans but. « Mademoiselle Shore, commença-t-il d'un ton doux, presque paternel, vous avez été loyale, oui, respectueuse, mais je sens que vous portez un poids qui n'appartient pas uniquement à vous. » Evelyne détourna le regard. « J'ai porté beaucoup de poids, monsieur Poirot. La plupart d'entre eux sont enfouis sous ces pierres. » Poirot s'assit à côté d'elle, croisant les mains. « Vous avez servi en Inde, n'est-ce pas? » ?»« Oui, en tant qu'infirmière. »« Alors vous comprenez la différence entre une blessure et une cicatrice. » Elle se tourna brusquement vers lui. « Pourquoi es-tu ici, vraiment? »« Pour comprendre, » a déclaré Poirot. « Apporter la paix là où il y a de la douleur, trouver une vérité cachée dans un gâteau. » Ses lèvres tremblaient. « Ce gâteau, je l'ai vu quand il a été apporté, je l'ai su immédiatement. » « Tu savais quoi? Le médaillon, je le savais. Je l'avais déjà vu il y a des années. » Poirot hocha légèrement la tête. « Allez, mademoiselle. » Elle soupira. Il appartenait à la sœur d'Agatha, Florence. Plus personne ne parle d'elle. Et pourtant, a déclaré Poirot, c'est toujours celui dont on ne parle pas qui laisse l'écho le plus profond. La voix d'Evelyne baissa. Florence était imprudente, romantique. Elle est tombée amoureuse d'un homme qu'elle a rencontré alors que nous étions en poste à Madras. C'était un traducteur, charmant, pauvre, inadapté à tout point de vue. Elle est tombée enceinte. Poirot resta immobile, laissant le silence l'amener à avancer. Lady Agatha était horrifiée. Elle a fait en sorte que Florence retourne discrètement en Angleterre. L'enfant, un garçon, devait être adopté discrètement. Florence ne s'est jamais remise. Elle a eu de la fièvre peu de temps après et est décédée quelques semaines plus tard. « Et l'enfant ?» demanda doucement Poirot. « Personne ne le sait. Ou plutôt, personne n'en a jamais été informé. » L'expression de Poirot n'a pas changé, mais je le connaissais suffisamment bien pour voir l'étincelle s'allumer derrière ses yeux. « Vous croyez que le médaillon lui appartenait? » ?»« J'en suis certain. Florence le portait constamment. Ses initiales étaient gravées à la base. » Poirot se leva, ajustant ses menottes. « Vous avez bien fait, mademoiselle. Il n'y a pas de honte dans l'amour, seulement dans la cruauté qui l'enterre. » Elle le regarda avec des yeux humides. « Tu penses qu'il s'agit de Florence? »« Je pense, » répondit Poirot, « que la vengeance appartient rarement aux morts. Elle appartient à ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Alors que nous retournions à la maison, j'ai murmuré. « Vous croyez que l'enfant a survécu ?» Poirot ne répondit pas directement. Il murmura simplement. « Ah, Hastings, parfois, le passé ne frappe pas. Il enfonce la porte. » J'ai retrouvé Julian Morcombe plus tard, dans la soirée sur la terrasse arrière, jetant paresseusement des cailloux dans la fontaine du jardin. L'homme dégageait la même confiance désinvolte qu'il avait toujours, mais j'ai remarqué que ses épaules étaient plus tendues et son sourire plus cassant. Poirot, avec la même grâce mesurée qu'il employait au thé ou pendant les interrogatoires, le rejoignit sans un mot. Julien se tourna. « Vous venez poser plus de questions, monsieur Poirot ?»« Un seul, » répondit Poirot. « Et pourtant, selon votre réponse, cela pourra en ouvrir 20 autres. » Julien rit. « Tu n'abandonnes pas, n'est-ce pas? »« Jamais, monsieur. On m'a accusé de bien des choses, entre autres d'obstination, mais jamais d'abandonner une question avant d'y avoir répondu. » Il fit une pause, puis dit d'un ton léger. « Répétez-moi, s'il vous plaît, où vous étiez lorsque le gâteau a été servi ?» Julien fronça les sourcils. « Je vous l'ai dit. J'étais près du bout de la table, je parlais avec Frobisher. Et à partir du moment où le médaillon a été retrouvé, Julien haussa les épaules.
J'ai aidé à calmer Marion. Elle avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Curieux, dit doucement Poirot, parce que Marion prétend qu'elle avait déjà quitté la table à ce moment-là. Le front de Juliane se plissa. Eh bien, peut-être que je me souviens mal. Ah, Poirot hocha la tête. La mémoire est si délicate, n'est-ce pas? Surtout quand l'attention est divisée. Il se tourna légèrement. Et l'arrière-cuisine, tu te souviens l'avoir visitée la veille de la fête? Juliane se figea juste une seconde. Qu'est-ce que tu insinues? Rien, monsieur. Je me renseigne simplement parce que le chef Lorenzo a mentionné que vous aviez suggéré que le gâteau soit conservé là-bas, à l'abri du froid. La voix de Juliane se raidit. Lorenzo parle trop. Et tu parles juste assez, répondit froidement Poirot. Assez pour dire des choses que personne d'autre n'a dites. Par exemple, vous avez évoqué les fleurs en sucre du gâteau, un détail visible seulement si l'on avait vu le gâteau avant qu'il ne soit dévoilé. La bouche de Juliane s'ouvrit, puis se referma. Poirot se pencha plus près. Je vous conseille, monsieur, de bien réfléchir. La vérité, comme un mensonge mal dit, a tendance à se défaire. Juliane se moqua, mais la couleur de ses joues avait disparu. Alors que nous retournions vers le couloir, j'ai demandé « Vous l'avez, n'est-ce pas ?» Poirot secoua la tête. « Non, j'ai seulement desserré le fil. Quand il sera libre, alors nous le saurons. » Le soleil s'était couché sous l'horizon, projetant de longues ombres sur les couloirs de pierre de Rosehaven Hall. Dans la lumière vacillante de la cheminée du salon, Poirot restait immobile, les doigts serrés, le regard fixé sur une pile de lettres vieillies, jaunies par le temps. Je revenais d'une promenade infructueuse dans le parc, espérant qu'un peu d'air dissiperait mes pensées, de plus en plus brumeuses. À ma grande surprise, Poirot n'avait pas bougé depuis mon départ. « Est-ce que ce sont ceux de Lady Agatha ?» ai-je demandé en hochant la tête vers les lettres. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il souleva une page délicate et lut une ligne à haute voix, d'un ton doux et pensif. « Ils ne peuvent pas me l'enlever, Agatha. Je ne les laisserai pas. »« À qui est cette écriture ?» j'ai demandé. « Florence Morcombe, » répondit Poirot. « La sœur. » J'ai ressenti un frisson malgré le feu. Donc c'est vrai. Elle a eu un enfant. Oui, un enfant né dans le secret. Un enfant perdu, mais pas oublié. Il fit de nouveau signe à la lettre. Celui-ci a été écrit depuis un sanatorium du Surrey, daté du mois précédant la mort de Florence. Elle craignait que son fils ne soit enlevé et élevé par des étrangers. Il y a de la colère, Hastings, et de la peur. Elle a supplié Agatha de protéger le garçon, de le garder près de lui. Pensez-vous qu'Agatha l'a fait? Poirot se tapota le menton. C'est là, mon ami, le mystère. Il n'y a aucun acte d'adoption, aucun enterrement officiel, aucune mention d'un enfant dans les papiers de succession de Lady Agatha. Mais les paroles de Florence ne mentent pas. Je me suis assis en face de lui. Donc, soit l'enfant est mort, soit quelqu'un l'a élevé en secret. Poirot me regarda, l'air grave. Ou bien on a dit à quelqu'un qu'il était mort, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Cette pensée flottait dans l'air comme de la fumée. Et si cet enfant vivait? Ai-je demandé lentement. Alors il a peut-être grandi sans connaître ses origines, jusqu'à maintenant? Nous restâmes assis en silence pendant un moment. Puis Poirot dit « Dites-moi, Hastings, avez-vous remarqué quelque chose de curieux chez Marion Felton, la fille du majordome? Et elle est dévouée à cette maison, à Lady Agatha. Elle parcourt ses couloirs comme quelqu'un qui leur est né. Et pourtant, elle n'y a aucun droit. Son père était membre du personnel. Elle a vécu ici toute sa vie. Oui, dès l'enfance, accueillie lorsque sa mère est décédée en couche.
C'est du moins ce que raconte l'histoire. Je l'ai regardé. Tu penses, quel pourrait être l'enfant? Poirot ne l'a pas confirmé. Au lieu de cela, il s'est levé et a dit « Je pense que cette maison a été construite sur le silence, mais le silence se brise. » Il désigna à nouveau les lettres. « Nous n'avons plus affaire uniquement au meurtre. Nous avons affaire à l'identité, à l'héritage et à la vengeance, née d'une vérité longtemps niée. » La lune était basse au-dessus de Rosehaven Hall, alors que Poirot et moi nous tenions près de la vieille roseraie, l'air frais et chargé d'impatience. Les fleurs commençaient à se faner sur les bords, leurs pétales se repliant vers l'intérieur comme s'ils gardaient des secrets. « Je dis, Poirot, commençai-je avec hésitation, toute cette affaire, c'est devenu bien plus qu'un médaillon dans un gâteau. Il y a maintenant plus de questions que de réponses. »« Oui » acquiesça Poirot, en croisant les bras derrière le dos. « Telle est la nature de la vérité, Hastings. Elle ne se présente pas entièrement habillée, elle se révèle en couches, comme un millefeuille. Je ris malgré moi. Je pense toujours aux pâtisseries, je vois. »« Toujours, » dit-il avec un léger sourire. Puis, plus sérieusement, « Vous m'avez demandé plus tôt si je pensais que l'enfant avait survécu. Je vous le dis maintenant. Je crois non seulement que l'enfant a vécu, mais qu'il est parmi nous. » « Tu ne veux pas dire… » Poirot leva la main. « Laissez-moi finir, mon ami. Considérez. Un message de vengeance placé dans un gâteau d'anniversaire. Pas seulement une menace, mais une déclaration. Il ne s'agit pas de nuire immédiatement, mais d'éveiller la culpabilité, pour perturber la mémoire. Et tu penses que ça venait de l'enfant ? » Poirot fit un petit signe de tête. « Oui, un enfant devenu adulte qui a découvert la vérité, partiellement ou entièrement, et qui ne cherche pas la richesse, mais le jugement. Alors qui ? » Il se tourna, les yeux perçants. « Je ne le sais pas encore, mais je soupçonne que la réponse ne réside pas dans celui qui a disparu, mais dans celui qui est resté proche, sans que l'on le reconnaisse. » Il regarda la maison, dont les fenêtres brillaient doucement dans l'obscurité. Quelqu'un à Rosehaven Hall n'a jamais été censé être ici, et pourtant, c'est la seule personne qui pourrait détenir toute la vérité. J'ai frissonné, pas à cause du froid, mais à cause de l'étrange certitude qui se dégageait de sa voix. Le lendemain soir, sur les instructions expresses de Poirot, le salon de Rosehaven Hall fut réaménagé, non pas avec la touche aléatoire de la vie quotidienne, mais avec la symétrie précise d'une scène préparée pour une confession finale. Les chaises étaient disposées en demi-cercle devant le foyer. Une seule lampe projetait des ombres dorées sur les visages des personnes rassemblées. Dehors, la pluie frappait, en rythme contre les fenêtres, comme si la nature elle-même se penchait pour y écouter. Tous les habitants de Rosehaven étaient présents. Julian Morcombe s'inclina avec une fausse aisance, faisant tournoyer du cognac dans son verre. Miss Evelyn Shore était assise avec raideur, les doigts entrelacés. Giles Frobisher s'essuya le front avec un mouchoir monogrammé, et Marion Felton paraissait pâle, ses yeux se balançant entre Poirot et Lady Agatha, qui, silencieuse comme toujours, était assise près du feu, son châle drapé comme un manteau de givre. Poirot se tenait devant eux, une petite silhouette au milieu de la grandeur, mais il commandait la pièce d'un simple mouvement du menton. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « merci de votre présence. Je crois, après des jours d'observation, d'enquête et de réflexion, que l'heure est venue de la vérité. » Il fit une pause, ses doigts touchant légèrement le dossier d'une chaise. « Vous voyez, on ne cache pas un message dans un gâteau d'anniversaire pour faire du mal. Non, on le fait pour provoquer, pour réveiller quelque chose enfoui depuis longtemps. » Son regard,
parcourut lentement la pièce. Cette maison porte une ombre depuis des années. Un silence qui a corrompu l'amour, la loyauté et même la mémoire. Mais maintenant, grâce à un médaillon, une photographie et un mot gravé en menace, elle va parler. La tension dans la pièce était électrique. Poirot s'avança. « Je vais parler maintenant, et quand j'aurai fini, nous saurons tous ce qui est arrivé, pas seulement à M. Felton, mais à l'enfant dans le médaillon et à la paix de Lady Agatha. » Poirot se tourna vers le chef Lorenzo, qui se tenait maladroitement près de la porte, les blancs de son chef inconfortablement croustillants. « Monsieur Lorenzo, » commença Poirot, « vous êtes un homme d'artisanat et de précision. Votre gâteau, je dois le dire, était une merveille. Mais c'était aussi un récipient, un message caché sous les roses et la crème. Voudriez-vous m'expliquer comment cela est arrivé ?» Lorenzo bougea. « Je te l'ai dit, j'ai été payé pour le faire. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans le médaillon. » En effet, Poirot acquiesça. Une somme d'argent a été placée dans votre poche, avec une note vous demandant d'insérer le médaillon dans la base du gâteau. Vous avez peut-être supposé un geste romantique. Oui, marmonna le chef. Cela semblait inoffensif. Je n'ai pas posé de questions. Un homme sage l'aurait peut-être fait, dit Poirot, puis il se tourna vers les autres. Mais absolvons M. Lorenzo, car son rôle, bien que stupide, n'était pas malveillant. Il se dirigea vers le plateau en argent, où les restes du gâteau avaient été placés sous verre. Vous voyez, le gâteau lui-même nous en dit long. La couche contenant le médaillon était plus sombre, plus lourde, et le glaçage autour de lui a été réappliqué. Une fausse couche pour cacher l'intrusion. Il désigna Julian. Et qui pouvons-nous demander à recommander que le gâteau soit déplacé de la chambre froide à l'arrière-cuisine la veille? L'expression de Julian se raidit. C'était une suggestion, rien de plus. La voix de Poirot se fit plus aiguë. Une suggestion qui vous a donné, et à vous seul, la possibilité d'y modifier. Mais je n'ai pas... Non, monsieur, n'insultez pas mon intelligence. On vous a vu entrer dans l'arrière-cuisine. Vous avez menti en disant que vous étiez à table quand le médaillon a été découvert. Votre alibi, comme le glaçage, est trop soigné. Il cache quelque chose de pourri. Poirot se tourna vers le groupe. Le médaillon n'a pas été placé dans ce gâteau par hasard. Il avait été planté par quelqu'un qui souhaitait allumer un feu, là où les cendres avaient longtemps refroidi. Il fit une pause. Le chef Lorenzo ne savait pas ce qu'il transportait, mais quelqu'un d'autre savait exactement ce qu'il livrait. Julian Morcombe se redressait à présent, son sang-froid se brisant sur les bords. Poirot faisait les 100 pas, les mains derrière le dos, les yeux ne quittant jamais le jeune homme. « Vous voyez, monsieur, » dit Poirot, « vous avez été très prudent. Vous avez offert juste assez de détails pour créer une chronologie, mais pas assez pour le prouver. Je vous l'ai dit, j'étais assis avec Frobisher, a lancé Julian. Ah, mais oui, mais M. Frobisher ne le confirme pas. En fait, il prétend avoir eu peu de conversation pendant le repas, étant assis au fond de la table. Vous, par contre, vous êtes placé carrément à côté de Lady Agatha. » Julien hésita. Je me suis peut-être mal rappelé. »« En effet, vous l'avez fait, » s'exclama Poirot, le doigt levé. « Et qu'en est-il de Marion? Vous prétendiez l'avoir aidée lorsqu'elle s'est évanouie, alors qu'elle avait déjà quitté la pièce. » Julian rouvrit la bouche, mais Poirot ne lui permit pas de parler. « Vous avez également mentionné, spontanément, les fleurs en sucre sur le gâteau. Avant le gâteau n'avait été décrit en détail par personne. Curieux, n'est-ce pas? Comme si vous les aviez vus en privé. Peut-être lorsque vous êtes entré dans l'arrière-cuisine et que vous avez modifié la base? C'est absurde. Est-ce que c'est... » Poirot pencha la tête. « Votre motif, monsieur, est l'héritage. Vous pensiez
peut-être à juste titre, que Lady Agatha avait l'intention de modifier son testament en laissant la succession à quelqu'un d'autre. La mâchoire de Julian se serra. « Vous ne pouvez pas le prouver. »« Je n'ai pas besoin de prouver pensée, monsieur. Seulement action. » Poirot se tourna vers la cheminée et sortit une petite enveloppe de sa poche. « Cette lettre, dit-il, a été découverte dans les pages de la correspondance de Florence Morcombe. Elle n'est pas signée, mais dactylographiée. On y lit. Elle sait. L'enfant est là. Si elle révèle la vérité, nous perdrons tout, tous les deux. » Poirot regarda autour de lui. Une seule personne craindrait la perte de tout statut, richesse, avenir. Une seule personne connaissait le moment choisi pour le gâteau, l'emplacement du médaillon, et avait des raisons de supprimer une vérité qui pourrait rendre sa revendication sans valeur. Il se rapprocha de Julian. « Vous n'aviez pas l'intention de tuer, non, mais vous aviez l'intention de devenir fou. Vous avez planté le médaillon pour renverser Lady Agatha, pour remuer le passé jusqu'à ce qu'il s'effondre sous elle. Et lorsque cela a échoué, vous avez essayé le poison. » La salle retint son souffle. Julian se leva lentement, les yeux hagards. « C'est absurde. » La voix de Poirot était calme. « Non, monsieur. C'est la justice. » Le silence qui suivit l'éclat final de Julian n'était rompu que par le délicat tic-tac de l'horloge de grand-père et la pluie qui chuchotait toujours contre les fenêtres. Poirot ne parla pas immédiatement. Il laissa la pièce se calmer, absorber la tension comme la génoise du gâteau malheureux de Lorenzo. Puis, avec la grâce délibérée d'un magicien produisant son prochain acte, il se tourna vers Miss Evelyn Shore. Elle n'a pas bronché, du moins pas au début. Mais alors que les yeux de Poirot rencontraient les siens, calmes et implacables, le moindre tremblement traversa ses épaules. « Mademoiselle Shore, » dit doucement Poirot, « vous avez été la gardienne silencieuse de cette maison pendant de nombreuses années. Votre dévouement envers Lady Agatha est admirable, mais votre silence... Ah, il a également servi à enterrer autre chose, n'est-ce pas ?» Les lèvres d'Evelyne s'entr'ouvrirent. « Je ne comprends pas. »« Non, mademoiselle, » dit Poirot en faisant un pas en avant. « Vous ne comprenez que trop bien. Vous comprenez ce que signifie porter seul un fardeau. Vous comprenez la honte, pas la vôtre, mais celle qui vous est imposée. Et surtout, vous comprenez la douleur de renoncer à quelque chose pour protéger un nom. » Il fouilla dans son manteau et en sortit une petite photo, celle du médaillon. « Cet enfant, dit-il doucement, n'était pas celui de Florence Morcombe, c'était le vôtre. » Un halètement résonna à travers la pièce. Lady Agatha ne parlait pas, mais ses mains agrippaient le bord de sa chaise. Evelyne regardait la photo, son expression illisible. Puis elle acquiesça lentement. « J'avais 17 ans, » dit-elle doucement. « Agatha m'avait accueilli. Ma famille s'était morte, en Inde. Elle avait promis de m'éduquer, de m'élever comme un compagnon. J'ai rencontré quelqu'un, un jeune officier. Bêtement, j'ai cru qu'il m'aimait. » Elle fit une pause en fermant les yeux. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifiée. Agatha était furieuse, pas contre moi, mais contre ce que cela signifierait pour son nom. Alors, elle a créé le mensonge. Elle a dit que l'enfant était celui de Florence. Florence était déjà décédée. La chronologie pourrait être réarrangée. » La voix de Poirot s'adoucit. « Vous avez accouché en secret. »« Oui, et on m'a dit qu'il était mort. » Elle déglutit. « Mais je n'ai jamais vu de corps. Je n'ai jamais eu de tombe. Je me suis toujours demandé. » Poirot posa une main sur son épaule. « Vous n'étiez pas faible, mademoiselle. Vous avez été effacée. Et maintenant, la vérité est revenue au grand jour. » Le salon retenait son souffle. Dehors,
Le tonnerre grondait au loin, comme si la nature elle-même se préparait au coup final. Poirot se tourna à côté de Marion Felton, qui était assise pâle et abasourdie, sa tasse de thé tremblant dans sa main. « Et maintenant, dit-il doucement, nous arrivons à la vérité ultime, celle cachée non dans les gâteaux ni dans les lettres, mais à la vue de tous, Mademoiselle Marion. » Elle leva les yeux, surprise. « Oui ? Vous avez longtemps cru que vous étiez la fille de M. Felton, le majordome ? Oui, il m'a élevée. » « En effet, il l'a fait, » acquiesça Poirot. « Mais il ne t'a pas engendré. » Des halètements résonnèrent une fois de plus. Lady Agatha ferma les yeux, mais ne dit rien. Continua Poirot, d'un ton délibéré, comme un chirurgien révélant une blessure enfouie. « Vous avez été amené à Rosehaven alors que vous étiez bébé. Votre mère est décédée peu de temps après l'accouchement. Aucun acte de naissance n'a été déposé au nom de Felton. Il n'y a aucune trace de votre mère au-delà des notes de ménage d'une femme de chambre, arrivée au printemps 1907 et disparue à l'été. » Marion cligna des yeux, ayant visiblement du mal à comprendre ces mots. Poirot se rapprocha, sa voix douce mais ferme. « Vous, mademoiselle, êtes l'enfant du médaillon. L'enfant né d'Evelyn Shore, caché sous couvert de honte, enveloppé de secrets et élevé par un fidèle serviteur pour préserver la dignité d'une maison qui craignait plus le scandale que le chagrin. » Marion secoua la tête. « Non, ce n'est pas possible. Papa, Monsieur Felton, il m'aimait. » « Et il l'a fait, » lui assura Poirot. « Plus que la plupart des pères aiment leur fille. Il vous a élevé avec soin, vous a donné la stabilité, mais il connaissait la vérité. Et quand quelqu'un a essayé de la révéler, il l'a confronté, et il a disparu. » La pièce resta immobile. Poirot se tourna vers Juliane. « C'est vous qui avez trouvé les lettres. Vous avez réalisé que si la vérité était révélée, Marion aurait un droit légitime, non pas en tant que fille d'un serviteur, mais en tant que sang de Lady Agatha. Cela signifierait que votre héritage serait en danger. » Juliane détourna le regard, son visage s'assombrissant. Poirot désigna à nouveau la photo. La ressemblance est flagrante. Le médaillon, le visage, c'est Marion. Caché à l'endroit le plus visible, et pourtant, personne n'a vu. Lady Agatha remua. Sa voix était calme, mais elle traversait la pièce. « J'ai promis à Evelyne de protéger l'enfant, mais j'ai échoué. J'ai laissé le silence parler plus fort que l'amour. » Poirot baissa la tête. « Et pourtant, maintenant, madame, vous avez la possibilité de remédier à la situation. » Marion, les yeux écarquillés et tremblante, parvenait à peine à formuler la question. « Alors qui suis-je » Poirot se tourna doucement vers elle. « Vous êtes Marion Morcombe, petite-fille de Lady Agatha, fille d'Evelyne, et l'héritière légitime d'une vérité longtemps niée. » Les yeux de Poirot se tournèrent vers la fenêtre, où la pluie s'était transformée en une légère bruine. Le verre perlait d'humidité, et, juste au-delà, les contours de la roseraie étaient visibles, ses fleurs tombant dans la lumière du soir. « Passons maintenant, » dit-il gravement, « au sort de l'homme qui plus que tout autre a payé le prix de sa loyauté. Monsieur Felton ?» Des halètements murmuraient à travers la pièce. Poirot se dirigea lentement vers la cheminée, les mains jointes derrière le dos. Monsieur Felton, serviteur dévoué et gardien silencieux, connaissait la vérité. Il avait vu les lettres, entendu les murmures du passé et, plus important encore, il savait qui était vraiment Marion. Ce secret lui avait été confié depuis son enfance, et récemment, il a senti que ce secret n'était plus en sécurité. Il se tourna vers Juliane. « Vous l'avez approché le soir de la fête. Vous avez exigé de savoir ce qu'il savait. Et comme il ne voulait pas vous le dire, vous l'avez suivi.
vous l'avez affronté dans le jardin. » Les yeux de Julien se plissèrent. « Tu inventes des histoires, Poirot. »« Non, monsieur, je les révèle. Les jardiniers avaient mentionné que la terre, sous la précieuse tonnelle de roses de Lady Agatha, avait été perturbée récemment. Je leur ai demandé si des plantations avaient eu lieu. Ils ont répondu non. » Poirot se dirigea vers une table d'appoint et sortit une feuille de parchemin pliée. « Ce matin, poursuivit-il, j'ai demandé au jardinier de creuser sous les racines de la tonnelle, sous le terreau, à peine caché par une fine couche de toile et de terre, se trouvait un corps. » Un cri horrifié sortit des lèvres de Marion. « Non. » Poirot baissa légèrement la tête. « Oui, Monsieur Felton, frappé une fois à la base du crâne, et enterré à la hâte sous le jardin, même qu'il entretenait autrefois. » Lady Agatha haleta, le visage pâle. La voix de Poirot devint dure. Julien croyait qu'en éliminant l'homme qui savait la vérité, l'héritage lui resterait. Mais le meurtre, monsieur, est comme une rose. Son parfum s'accroche à la main qui le coupe. Juliane ne dit rien, mais son silence était accablant. Poirot croisa les bras. « Vous voyez, le message n'a jamais été destiné à Lady Agatha. Il était destiné à toi, terrifié, provoqué. Et ce faisant, vous vous exposez. » La pièce était tombée dans un silence stupéfait, chaque visage tiré et pâle. Poirot se tenait au centre comme un maestro qui venait d'amener son orchestre à son crescendo fracassant. « Et maintenant, dit-il, le trait final, le dernier pinceau de couleur sur ce sombre portrait. » Il se tourna de nouveau vers Juliane. « Votre motivation, monsieur, était simple. Vous craigniez d'être supplanté. La succession, la fortune, ces choses étaient vos attentes, votre droit. Mais lorsque vous avez découvert la vérité sur Marion, lorsque vous avez réalisé que Lady Agatha envisageait de modifier son testament, vous avez agi. » Poirot brandit une petite enveloppe. Cette lettre non signée et dactylographiée a été déposée parmi les affaires de Florence, mais la machine à écrire dont elle provenait a été trouvée dans votre bureau. Une feuille monogrammée de papeterie Rosaven a été récupérée dans votre poubelle. La négligence, monsieur, naît de l'arrogance. La bouche de Juliane se tordit. « Vous n'en avez aucune preuve. »« Mais oui, » répondit calmement Poirot. « Je n'ai pas besoin d'empreinte digitale, monsieur, seulement de la logique. Vous avez falsifié la lettre pour suggérer que quelqu'un d'autre dans la maison connaissait la vérité. Ensuite, vous avez utilisé cette contrefaçon pour manipuler la création du gâteau par le biais de pots de vin et de manipulation. Et lorsque Lady Agatha n'a pas réagi comme vous l'espériez, vous avez eu recours au poison. » Cécilia haleta. « Le thé. Oui, le thé. L'arsenic, une méthode classique, subtile et efficace, surtout à petite dose. Mais elle n'a pas tué, parce que vous n'en aviez pas l'intention. Vous vouliez seulement briser son esprit, la faire taire définitivement, sans violence. » Le regard de Poirot était désormais féroce. « Mais le meurtre, monsieur, le meurtre laisse des traces, dans votre façon de parler, dans les mensonges que vous racontez, et finalement, dans les actes que vous essayez d'effacer. » Il s'avança. « Vous avez détruit un homme qui n'avait que l'amour dans son cœur. Vous avez enterré la vérité sous les roses. Et vous avez presque effacé l'identité d'une femme pour l'argent et la pierre. » Julien restait immobile. Poirot se tourna vers Lady Agatha. « Madame, la vérité est devant vous. Ce qui reste maintenant, c'est la justice. » Lady Agatha parle enfin, sa voix froide et claire. « Appelez la police. » Poirot s'inclina. Et voilà. C'est peu de temps après la déclaration finale de Poirot que le sang-froid de Juliane Maurecombe s'est complètement brisé. Il se leva brusquement de sa chaise, renversant la table d'appoint avec fracas.
et se précipita vers le couloir, comme un homme possédé. « Arrêtez-le » s'écria Lady Agatha, mais Poirot leva simplement la main. « Laissez-le courir » dit-il calmement. « Il n'ira pas loin. » J'avoue que j'ai suivi, le cœur battant, le long du couloir et jusqu'à l'allée pluvieuse. Le gravier craquait sous les pas précipités de Julian, alors qu'il se dirigeait vers le garage. Mais avant qu'il ait pu atteindre les portes, 2 officiers, en uniforme, sortirent de l'ombre, pistolets dégainés, leurs silhouettes se dessinant dans la brume. Julian Morcombe, aboya l'aîné des 2. « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Thomas Felton et la tentative d'empoisonnement de Lady Agatha Morcombe. » Julien se figea. À ce moment-là, le désespoir le quitta, ne laissant que l'incrédulité. « Vous aviez la police qui vous attendait, » balbutia-t-il alors que Poirot s'avançait derrière moi, sans aucune hâte. « Mais bien sûr, » dit Poirot. « Même la plus belle roseraie a besoin d'être entretenue, monsieur, et un jardinier avisé se prépare aux parasites avant qu'il ne creuse trop profondément. » Alors que les menottes se fermaient, l'expression de Julian était celle d'une amère défaite. L'illusion de l'invulnérabilité aristocratique s'était effondrée, ne révélant rien d'autre qu'un homme effrayé, accroché à un sol volé. Poirot se tourna vers moi, ajustant ses poignets avec satisfaction. Il en est toujours ainsi, Hastings. Le criminel se croit plus intelligent qu'il ne l'est. Mais il oublie. La vérité, elle s'épanouit dans le silence et dans l'ombre, et se révèle toujours. Le salon était de nouveau calme, à l'exception du doux tic-tac de la pendule de la cheminée. Lady Agatha était assise avec raideur sur sa chaise, le visage pâle mais posé. Marion se tenait en face d'elle, immobile, comme prise entre le devoir et l'incrédulité. Poirot et moi sommes restés près de la porte, respectant le moment. Finalement, Lady Agatha leva la main, non pas pour la renvoyer, mais pour la convoquer. Sa voix, bien que fragile, parvenait clairement à travers la pièce. « Viens ici, mon enfant. » Marion s'approche avec hésitation. « Vous n'êtes pas celui que je pensais que vous étiez, » dit Lady Agatha d'un ton grave. « Mais moi non plus. Je croyais pouvoir préserver cette maison, ce nom, en enfermant le passé. » Elle attrapa la main de Marion et la serra fermement. « Mais tu es Morcombe par le sang. Tu es à moi. Et je vois maintenant que ce n'est pas de la honte que tu portes, mais de la force. » Les yeux de Marion étaient remplis de larmes. Je n'ai jamais voulu autre chose que d'appartenir. Lady Agatha offrit un petit et rare sourire. « Alors vous le ferez. Cette maison est restée trop longtemps silencieuse. Il est temps qu'elle fasse écho à la vérité. » Poirot s'avança, s'inclinant profondément. « Une décision des plus élégantes, madame, prise non avec fierté, mais avec cœur. C'est, comme on dit, la dernière pièce du puzzle. » La vieille matriarche inclina la tête. « Alors que ce soit fait. » J'avais le sentiment très profond qu'un chapitre attendu depuis longtemps avait été clos, écrit non pas dans l'héritage, mais dans le pardon. Plus tard, Poirot et moi nous sommes promenés dans les allées du jardin, la terre encore humide de pluie, la tonnelle de roses calmes et lugubres. « Vous saviez où chercher, » dis-je, avant que quiconque ne le soupçonne. Poirot ajusta ses poignets. « Ah, mon ami, mais ce n'est pas la terre qui m'a parlé, c'est le peuple. » Il s'agenouilla près des roses, ses doigts effleurant la terre sans la toucher. « Vous voyez, quand Julian nous a dit que les roses de Lady Agatha avaient été rempotées des semaines auparavant, c'était une erreur. J'avais parcouru ce chemin. Je n'ai vu aucun signe de sol perturbé, aucune tige cassée, aucun paillis remplacé. Mais ça aurait pu être n'importe quoi, protestai-je. Non, combiné à sa nervosité, son habitude de jeter un coup d'œil vers cet endroit
chaque fois que le nom de Felton était mentionné, que Hastings était la clé. Il se leva, époussetant la poussière invisible de ses genoux. Un criminel peut cacher ses empreintes, mais pas son instinct de protéger le mensonge. Julian craignait ce jardin, parce qu'il avait enterré la preuve en dessous. Et pourtant, dis-je, vous n'aviez aucune preuve matérielle au début. Poirot sourit. Non, mais la psychologie de la culpabilité, elle laisse des traces, dans les mots, dans les regards, dans le silence. Il faut écouter ce qui n'est pas dit. Nous avons marché en silence pendant quelques pas. Tu crois vraiment que Marion apportera la paix dans cette maison? J'ai demandé. Poirot hocha la tête. Elle est le pont entre le passé et le futur, une vie cachée, maintenant révélée. Puis avec un sourire, il ajouta « Et peut-être qu'elle fera pousser de meilleures roses. » Nous nous préparions à quitter Rosehaven, lorsque Cecilia nous a interceptés dans le hall, tenant une enveloppe lavande pâle. Son expression était solennelle. « Il a été trouvé sur le bureau de Miss Evelyn, » dit-elle, « adressé à vous, Monsieur Poirot. » Poirot le prit doucement, puis l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à lettres crème, avec une écriture nette et indubitablement la sienne. Il la lut à voix haute, doucement. « À Monsieur Poirot. Vous avez raison, Marion est ma fille. J'ai porté ce secret comme une ombre, toujours à mes côtés, jamais loin. Au début, je pensais que le silence la protégerait, du jugement, du scandale, du même sort qui a détruit Florence. Je pensais que le passé, s'il était enfoui suffisamment profondément, perdrait son pouvoir. Mais le silence n'est pas une protection, c'est une prison. Et maintenant, la vérité a éclaté. Peut-être étais-je un lâche, peut-être n'étais-je qu'une mère, effrayée par ce que le monde pourrait faire à l'enfant à laquelle elle ne pouvait pas prétendre. Merci de me l'avoir rendue, même si elle ne le saura peut-être jamais. Evelyn Shore. » Poirot plia la lettre avec un profond respect et la glissa dans sa poche intérieure. Elle savait, dis-je, depuis le début. Oui, Poirot hocha la tête, et à sa manière, elle aimait profondément. Mais l'amour ne peut pas prospérer en silence. Il doit parler, ne serait-ce qu'une seule fois. Nous avons laissé la lettre à Lady Agatha. Elle n'a pas pleuré. Elle l'a simplement placée à côté de la photo du médaillon et a murmuré « Enfin ». Le train venait juste de commencer à quitter la gare de campagne lorsque Poirot, soigneusement rangé dans son compartiment avec sa valise, à ses pieds, se pencha en arrière avec un soupir de satisfaction. « Eh bien, Hastings, dit-il, une autre affaire close, une autre vérité mise en lumière. » J'ai ri. Et partout sur une part de gâteau. Poirot secoua la tête de façon dramatique. « Ah, mais mon ami, ne sous-estimez jamais le danger du gâteau. Derrière la crème fouettée et la délicate génoise se cache le potentiel des secrets les plus amers. Je suppose que la prochaine fois que nous assisterons à un anniversaire, nous devrions vérifier s'il y a des explosifs dans la garniture aux fruits. » Il haussa un sourcil. « Ou peut-être pour se venger de la vanille. » J'ai ri, puis je suis devenu pensif. Tu sais, Poirot, c'est étrange de penser que quelque chose d'aussi festif qu'un gâteau d'anniversaire puisse mettre autant de mouvement. Poirot se pencha légèrement en avant, croisant les doigts. C'est précisément pour cela qu'il est si efficace. Qui s'en douterait? Le gâteau est un symbole de douceur, d'innocence. Mais les symboles, comme les gens, peuvent être corrompus. Il se tapota la tempe. La clé, Hastings, n'est pas de rechercher le drame, mais d'observer le déséquilibre, un médaillon qui n'appartient pas, un silence trop complet, une fleur de sucre décrite trop tôt. Je pensais que c'était une coïncidence, marmonnai-je. Il sourit, et c'est là-dessus, mon ami, que le meurtrier compte toujours. Le train poursuivit sa route
vers Londres. Et Poirot, avec un léger sourire, ferma les yeux. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de jeter un coup d'œil méfiant au chariot hâté qui passait. Et pour une fois, j'ai poliment décliné le biscuit au citron. Et ainsi, alors que la campagne défilait devant la fenêtre de notre train, et que Poirot somnolait avec le calme d'un homme qui avait une fois de plus démêlé une toile de silence et de tromperie, je me suis retrouvé à réfléchir à la curieuse nature de la vérité. Cela avait commencé par un gâteau d'anniversaire, inoffensif, festif, et s'était terminé par un meurtre découvert, un héritier caché restauré et une famille finalement obligée d'affronter son passé. Tout cela parce que Poirot, avec ses petites cellules grises, avait repéré ce que personne d'autre n'avait fait. Non pas ce qui était présent, mais ce qui était présent, manquant. C'est drôle, n'est-ce pas ? Murmurai-je, brisant le silence. Tous ces indices, tous ces mensonges. Et à la fin, ce sont les roses qui l'ont trahi. Poirot n'ouvrit pas les yeux, mais sa moustache se contracta sciemment. Ah, Hastings, comme je le dis toujours, ce n'est pas l'évidence qui résout le problème, mais ce qui est négligé, le sol sous les fleurs, le silence dans une salle bondée, la vérité, mon ami, fleurie, même dans le jardin le plus sombre, ce à quoi j'ai répondu avec un sourire. Rappelle-moi de ne plus jamais faire confiance à une génoise. Que faire, toi ? Pensez-vous que c'est l'indice le plus important qui a conduit Poirot au tueur ? Était-ce le médaillon dans le gâteau, les fleurs en sucre, ou quelque chose d'encore plus subtil ? Faites-nous part de votre théorie dans les commentaires. Nous serions ravis d'entendre votre petite cellule grise au travail. Si vous avez apprécié ce mystère d'Hercule Poirot, n'oubliez pas de aimer, partager et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien nous aide à donner vie à des romans policiers, plus passionnants chaque semaine. D'autres cas, Poirot arriveront bientôt. Et comme toujours, la vérité sera découverte. Une brillante déduction à la fois.